aujourd'hui avec le blabla du mois de juillet qui sera finalement en deux parties parce que la vidéo faisait à peu près 2h30. Donc pour vous éviter les coupures pub intempestives sur 2h30 de temps, vous en auriez eu beaucoup. J'ai préféré faire en 2 fois 1h, 1h15. Donc dans cette première partie, je réponds à vos questions en fait, hein, dans ces vidéos blabla. Donc dans la première partie, c'est plus des questions sur mon parcours, mes formations, tout le parcours artistique, un peu les DT, enfin ce genre de choses, que j'ai des questions aussi qui concernent les DT. Donc voilà pour la première partie, un petit peu sur le matériel, et vous aurez la deuxième partie peut-être dans la journée ou demain où je parlerai plus matériel, on abordera d'autres sujets. Voilà. Donc je vous laisse avec cette première partie. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo blabla pour le mois de juillet, avec au programme essentiellement les réponses à vos questions. Je vous ai fait une petite session FAQ à la fois dans un post sur YouTube, mais aussi majoritairement sur Instagram en story. J'ai fait plusieurs sessions comme ça depuis fin de semaine dernière, je crois. Donc il y a un certain nombre de questions. Je vais essayer effectivement je vais essayer d'y répondre en une seule fois aujourd'hui, puis si jamais je vois que la vidéo fait 3 heures, je vais prendre le temps, mais si la vidéo est vraiment très très longue, je ferai ça en 2 fois et je continuerai un petit peu sur le mois d'août. Je vais vous parler aussi, mais ça va rejoindre certaines questions de ce que j'ai fait sur le mois de juin, de mes projets en cours, de l'actualité, tout ça. Donc voilà, on va discuter un petit peu. Et puis je vais commencer par la première question, qui est une question que vous m'avez posée pas mal en MP ces dernières semaines et que vous m'avez posée là aussi. C'est de savoir comment je vais. La question c'est comment vas-tu ? Je vais bien, je vous remercie. Vous vous êtes inquiétés, je crois, sur le mois de juin parce qu'il y avait un peu moins de publications, j'étais pas très présente sur les réseaux. Je vais bien, rassurez-vous. Et si vous m'avez moins vu sur le mois de juin, c'est surtout parce que ça a été un mois, mais comme beaucoup de mamans connaissent, c'est la fin de l'année scolaire, il y a plein de goûters d'anniversaire, parce qu'il y a plein d'anniversaires entre le mois de mai et le mois de juin. Donc la course aux cadeaux pour les copains, la fête de fin d'année, enfin voilà, plein de petites choses à régler avant les grandes vacances. Donc le mois de juin a été un peu chargé. Et puis du coup, d'autres petites choses aussi, sans gravité, mais les petits virus, les petits maux de saison et tout ça, donc qui ont fait que, effectivement, j'ai pas pu scraper comme je scrape d'habitude en semaine. C'est d'ailleurs l'une des questions, c'est mon organisation, je vais vous en reparler. Donc par contre, je faisais un peu le week-end, mais ce que j'ai fait sur les week-ends, c'était pour Show and Flower, beaucoup, surtout pour l'été. Ça aussi, c'est une question qui m'a été posée. Donc, c'est des choses que je ne pouvais pas vous montrer. C'est pour ça que vous m'avez un petit peu moins vue. Et puis, ça, c'est sur YouTube. Et puis, sur Instagram, je ne m'oblige pas à créer du contenu pour faire plaisir à l'algorithme. Donc, quand je ne peux pas ou quand j'ai moins de temps ou moins de disponibilité, eh bien, effectivement, je ne poste plus. Et puis, Instagram, dans ces cas-là, nous cache, sans même parler de nous mettre en avant, mais a tendance à nous cacher un petit peu. Donc, parce que j'ai posté de temps en temps, mais effectivement, peut-être moins souvent. Et moins en story aussi, parce que autant les posts Instagram, je ne suis pas très régulière, mais les stories, c'est assez souvent que je partage des choses. Et là, effectivement, pas forcément au mois de juin, mais rassurez-vous, ça va revenir. Alors, dans les questions, on me demande, j'ai essayé de les classer par thématique. On va voir, voilà, pour que ce soit plus facile dans l'enchaînement des réponses. On m'a demandé, j'aimerais savoir comment tu as eu l'idée d'avoir une chaîne YouTube. Alors, ça, je vais vous l'expliquer brièvement ici, mais en fait, je vous ai tout détaillé. Je vous mettrai la vidéo en description. C'était quand j'ai lancé mon concours 10 000 abonnés. Je vous ai refait un petit peu l'historique de mes débuts en scrapbooking jusqu'à l'ouverture de ma chaîne. Pourquoi? Et justement, je vous explique en détail ça. Et puis l'évolution aussi de la chaîne. Donc, je vais la mettre en description de cette vidéo. C'était Sophie qui me posait la question. Comme ça, tu pourras aller voir ce que j'explique vraiment dans les détails. Ce que je jugeais, moi, être utile pour vous. Mais en fait, cette chaîne YouTube, je l'ai ouverte parce que je voulais retrouver, en fait, une liberté d'expression créative.
que j'avais au tout début quand j'ai commencé le scrap en 2007. J'avais un blog, j'ai ouvert un blog assez rapidement, peut-être un an après, peut-être en 2008. Et en fait, je partageais beaucoup sur mon blog. Donc, c'était de l'écrit. Je partageais ce que je faisais comme réalisation. Je partageais aussi plein de choses. En fait, c'était vraiment un blog, voilà. Et c'était une époque en 2007 aussi, fin 2008, où on n'avait pas Instagram n'existait pas, il y avait Facebook à peine. Les vidéos YouTube étaient difficiles d'accès parce que les temps de chargement étaient très longs, le matériel, enfin c'est ce que je vous explique. Donc en fait, le moyen d'expression qu'on avait de partage, c'était les blogs et puis beaucoup les forums aussi à l'époque. Et mon contexte à ce moment-là faisait que c'était facile pour moi de le faire et j'aimais beaucoup ça. Et puis après, au fil du temps, les enfants, la famille, le travail, tout ça, j'ai eu de moins en moins de temps pour bloguer. Enfin, c'est surtout moins en moins de temps pour créer. Et comme je faisais partie d'une équipe créative à l'époque, eh bien, je me suis retrouvée à proposer en fait que des choses dans le cadre de l'ADT. Et comme j'avais moins de temps, en fait, les choses pour moi, et du coup, ça passait après, voire pas du tout. Et bloguer en faisait partie aussi. Donc, je bloguais plus, voilà, et je faisais que des choses pour l'ADT à la fin. Et en fait, il y a eu une sorte de prise de conscience à un moment où une baisse d'énergie et la charge mentale, encore une fois, était un peu trop forte à ce moment-là. Et il y a eu une prise de conscience qui s'est faite où je me suis dit, mais en fait, le scrap, c'est une passion. Pour moi, c'est pas mon travail, c'est une passion. Donc, je peux me prendre des obligations et des contraintes, mais après, je peux pas tout me prendre aussi en obligations et en contraintes. Et moi, j'ai un travail à côté. Et en fait, le scrap, pour moi, c'était une bulle d'oxygène déjà à l'époque. Et en fait, là, ça devenait de plus en plus une contrainte. Donc il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Et je me suis dit, ça m'empêche pas de toujours continuer à créer pour l'ADT dont je faisais partie, mais d'en faire un petit peu moins pour les autres et d'en faire un petit peu plus pour moi. Voilà. Et les vidéos, je commençais à en faire déjà un petit peu pour l'ADT boutique pour rendre service et je me suis dit, en fait, c'est un format que j'aimais bien et je me suis dit, finalement, les blogs, j'aime plus trop ça. Puis bon, voilà, maintenant les choses évoluent aussi. Et par contre, le support vidéo me convenait mieux. Et donc, c'est comme ça que j'ai osé me lancer et j'ai osé ouvrir ma propre chaîne YouTube. Mais ça s'est fait dans le temps, quoi, quand même. Hein. Ça m'a pris un petit peu de temps. Donc voilà un petit peu. Mais j'explique tout ça en détail dans la vidéo tuto. Donc, Sophie, si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers le lien. Ensuite, on m'a demandé, j'aurais aimé savoir quel parcours vous avez suivi pour atteindre votre niveau actuel. Avez-vous fait une école de beaux-arts ? Existe-t-il des cours de qualité en ligne et quels conseils me donneriez-vous pour progresser vraiment? Alors, quel parcours j'ai? Eh bien, j'ai pas du tout fait d'école d'art. Rien du tout. J'ai toujours été créative, j'ai toujours aimé ça. Mais là aussi, je l'explique un petit peu dans cette fameuse vidéo. Mais en fait, plus jeune, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais j'ai aucun don pour le dessin. Et quand j'étais plus jeune, je m'étais mise dans la tête qu'il fallait être déjà bon en dessin pour pouvoir prendre des cours. Ne serait-ce que, sans parler forcément de faire une carrière et de faire des études dans les beaux-arts, mais ne serait-ce que de prendre des cours d'art plastique, par exemple. Mais par contre, ça m'a toujours attirée. J'ai toujours adoré les petits bricolages. C'est ce que je vous dis certaines fois dans mes vidéos, ce que je faisais à l'école et tout. J'ai toujours adoré ça. Puis je faisais des choses chez moi aussi. Mais c'était du bricolage, quoi. C'était vraiment, il n'y avait rien d'artistique, entre guillemets. Mais j'ai jamais pris de cours vraiment. J'ai pas de formation à la base. Et en fait, j'ai commencé à exploiter en fait ma créativité quand j'ai commencé le scrapbooking. Parce qu'en fait, on travaillait autour des photos essentiellement, c'était notre support. Et on avait en fait tout le matériel de scrapbooking à notre disposition pour pouvoir en fait créer quelque chose sans avoir besoin de dessiner. Donc c'est quand j'ai commencé le scrap en fait que j'ai commencé à mettre un pied vraiment dans la créativité. Et puis ensuite ça s'est fait vraiment hyper progressivement. Hein. Donc j'ai commencé en 2007 par le scrap et après c'est le scrap qui m'a emmené tout doucement vers la patouille, puis après vers l'aquarelle, et puis ensuite de l'aquarelle, je continuais le scrap, mais je me suis mise à l'art journal plus dans les techniques aquarelle, et puis à force de faire de l'art journal avec de l'aquarelle, j'ai eu envie de commencer à travailler un petit peu l'acrylique,
Et puis ça s'est fait comme ça progressivement pour aujourd'hui toucher un petit peu à tout et faire quand même pas mal de mix média. Enfin, quand je dis mix média, c'est-à-dire utiliser plein de médiums différents. Donc ça s'est pas fait en fait du jour au lendemain. Il y a eu tout un chemin en fait, un chemin créatif et une évolution créative qui s'est opérée comme ça au fil des ans. Et puis il y a aussi beaucoup de curiosité en fait. C'est parce que j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et quand il y a quelque chose qui me titille un peu, je creuse quoi. J'essaye de tirer le fil un peu et d'essayer de voir. Mais ça se fait, c'est des enchaînements qui se font comme ça. Mais j'ai pas du tout pris de cours à la base, pas du tout de formation. Et j'ai commencé vraiment pour moi, ce sont des cours, mais je suis pas allée à un cours d'aquarelle, par exemple, à côté de chez moi, toutes les semaines, avec une formatrice agréée d'aquarelle ou de beaux-arts et tout ça. J'ai pas fait ça. Par contre, quand je me suis intéressée à l'aquarelle, c'était à l'époque Marie Boudon, donc c'est les Tribulations de Marie, qui n'était pas encore pro. Je me répète un peu parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais pour celles qui ne me connaissent pas forcément encore depuis longtemps. Donc voilà, pour toutes les autres, vous connaissez déjà l'histoire. Et en fait, je me suis intéressée à l'aquarelle, dans l'aquarelle moderne en fait que proposait Marie sur ses bouquets, toujours assez flou, dans des palettes de couleurs aussi qui changeaient un petit peu. Et en fait, Marie, au début, elle n'était pas du tout pro. Aujourd'hui, elle est professionnelle. C'est son métier. Elle a une entreprise qui fonctionne très bien. Elle a été un petit peu à l'origine de plein de vocations d'aquarelliste pro aujourd'hui, qui ont démarré grâce en fait à ses partages. Et en fait, au début, elle partageait du contenu gratuit parce qu'elle avait un travail à côté. Et puis, donc elle avait des petits tutos sur son blog. Et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est en suivant, donc c'est des tutos qui n'existent plus je pense parce que depuis elle a fait d'autres choses, mais moi j'ai commencé comme ça. Et puis elle partageait aussi beaucoup ses inspirations, elle expliquait qu'à l'époque, ça c'était en 2017, donc ça fait quelques années déjà, hein. Maintenant voilà, c'est différent, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup en fait d'artistes, d'aquarellistes pro qui proposaient ce style-là et qui proposaient des cours, donc c'était beaucoup de cours en anglais, c'était beaucoup de sites américains, des plateformes en fait, c'était Creative Bug à l'époque dont elle nous parlait. Et en fait, elle disait que voilà, elle avait ses référents en termes d'aquarelle, ce qu'elle voulait apprendre dans ce style d'aquarelle-là. Donc j'ai commencé comme ça, mais c'était de la bidouille. C'était essayer de récupérer à droite à gauche des semblants de techniques. Il y avait encore beaucoup de choses écrites, moins de format vidéo aussi. Donc et puis après, c'est en faisant, en se trompant et en se trompant. Il n'y a pas de secret. C'est toujours ce que je vous dis, mais c'est la base. Donc ça, c'était au tout début. Et puis ensuite, Marie a proposé un cours en ligne. Et là, c'est là où, quand on demande existe-t-il des cours de qualité en ligne? Oui, de plus en plus. On n'a pas besoin d'avoir... c'est encore mieux quand on peut avoir un cours en atelier physique, comme pour le Scraps, comme pour tout. C'est toujours mieux quand c'est en vrai, en live, mais il n'y a pas toujours de professeurs autour de nous qui proposent des cours dans le style qu'on aime aussi, parce que c'est ça aussi, hein, l'aquarelle, il y a plein de styles différents, c'est comme tous les médiums, en fait, on aime plus ou moins certaines choses. Et en fait, les cours en ligne, il y en a plein. Et Marie, justement, elle propose des cours en ligne, notamment un cours en ligne aquarelle débutant. Moi, c'est un cours que j'ai suivi, en fait, donc il faut remonter, je crois qu'elle a dû le sortir sur l'hiver 2017. Donc moi, j'avais 6 mois, un petit peu de pratique, mais légère, hein, parce que je pratiquais pas, loin de pratiquer tous les jours. Et en fait, elle a un cours pour les débutants qui va nous apprendre à gérer l'eau. Enfin, voilà. Donc, elle est super pédagogue. Ses cours sont vraiment... Enfin, quand je dis carré, c'est-à-dire qu'elle a une méthode vraiment... c'est une ingénieure de métier. Donc, elle est hyper carrée. Enfin, il y a l'artiste, mais il y a aussi le côté très scientifique et rigoureux. Donc ils sont super bien faits ces cours. Alors ils ont un certain coût parce que ce sont des vrais cours en ligne avec beaucoup de contenu de qualité aussi. Donc ça se paye, et c'est vrai que ça peut un peu rebuter un petit peu. Alors je sais plus maintenant à combien ils sont ces cours, mais par contre après ils sont accessibles à vie, et elle fait des updates, c'est-à-dire qu'elle les met à jour régulièrement.
quand elle estime que certaines choses sont plus d'actualité ou que dans le matériel, elle utilise autre chose ou sur certaines techniques, elle a évolué aussi et en fait, elle va faire des mises à jour où elle va changer quelques contenus et ça, on y a accès gratuitement si on avait acheté son cours. Donc, Marie Boudon, c'est une référence dans l'aquarelle, vous la connaissez toutes. Elle a écrit plusieurs livres sur l'aquarelle sur des thématiques différentes. Sa marque de fabrique, ce sont les fleurs, mais elle a fait les paysages aussi, magnifique aussi, livres et aussi formation. Elle a une formation digitale aussi qui apprend à prendre en photo en fait ses réalisations et à les post-traiter quand on veut vendre en fait ces clichés à des marques qui veulent utiliser les visuels. Enfin, voilà. Donc Marie Boudon, une excellente prof, donc des cours en ligne. Vous avez aussi la plateforme Domestika qui propose des cours en ligne sur plein de domaines artistiques différents. C'est hyper varié. Tous les cours ne sont pas en français. Vous avez, je vais vous en parler d'ailleurs après, Jenny Illustration qui a un cours sur les fleurs, du coup dans sa langue, donc en français. Par contre, il y a beaucoup de contenus en fait en espagnol, mais qui sont tous sous-titrés de toute façon en français. Donc on peut suivre quand même. Après, c'est moins facile effectivement quand voilà, parce que moi je regarde, mais j'écoute beaucoup aussi en faisant. Du coup, moi je parle pas du tout espagnol en plus. Donc bon, encore l'anglais, je me débrouille, mais alors l'espagnol, pas trop. Mais voilà, c'est des cours qui sont très bien aussi. Qui sont pas trop chers, mais c'est pas la même densité de contenu que ce que peut proposer Marie non plus. Hein. Donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau, mais ils sont assez sympas et c'est surtout qu'en fait vous avez plein de choses différentes, des techniques. Donc il y a l'aquarelle dans plein de techniques différentes, les carnets de voyage, l'aquarelle dans les carnets de voyage, l'aquarelle dans les portraits. Vous avez les techniques de collage aussi, créer un livre illustré. Enfin. Les illustrations aussi, enfin, c'est hyper riche en fait en termes de plateforme de contenu comme ça de formation. Donc voilà. Et puis après, les aquarellistes pro que vous suivez sur Instagram, souvent proposent aussi leur propre cours en ligne. Donc là, en fonction des artistes que vous suivez, il ne faut pas hésiter à aller regarder un petit peu leur site internet, leur chaîne YouTube, parce que souvent, ils vous proposent aussi du contenu gratuit et puis des cours plus précis aussi en ligne. Donc voilà, dans les cours en ligne de qualité, oui, il en existe. Et les conseils pour t'aider à progresser, eh bien, c'est de pratiquer. Dans les dernières vidéos que je vous ai faites, là, j'insistais beaucoup sur le fait d'oser vous lancer. De ne pas vous focaliser sur le résultat que vous voulez atteindre, surtout si vous regardez des vidéos comme... que ce soit Méréa à moi ou d'autres scrapeuses aussi qui font ça depuis longtemps, on n'est pas arrivé à ce résultat-là, encore une fois, en un claquement de doigts. Ça fait depuis 2007 que je fais du scrapbooking et en fait, sans parler d'aquarelle, mais même le simple fait de pratiquer un loisir créatif, ça vous nourrit. Donc même si je patouillais pas à l'époque, mais je vous dis ça dans une vidéo, je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, le simple fait de créer, même si c'est du scrapbooking où on patouille pas, vous allez penser à l'architecture de votre page, à l'harmonie, à l'organisation aussi des éléments, l'équilibre de la composition. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui nous sont utiles après quand on fait de l'art journal, de l'aquarelle, pour positionner nos tampons, voir nos scènes et tout. Donc le tout, c'est de créer et de pratiquer, vraiment. Et de ne pas vous focaliser sur ce que vous voyez sur Instagram. Ça peut vous motiver. La seule chose que ça doit servir à faire, c'est à vous motiver, mais pas à vous démoraliser ou à vous décourager. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux, en fait, c'est beaucoup de pratique. Et vous voyez aussi ce que les aquarellistes ou les scrapeuses veulent bien vous montrer aussi. Moi, je me filme presque systématiquement dans ce que je fais, donc vous voyez presque tout. Et même quand l'expérience fait aussi que quand ça dérape un peu pendant ma session, j'arrive à me rattraper. Donc à la fin, je vous propose quelque chose plus ou moins qui va moi plus ou moins me plaire, mais je vais réussir parce que j'ai de l'expérience. Je vais réussir à me rattraper un peu aux branches et puis à essayer de rééquilibrer un truc qui a dérapé ou à refaire quelque chose par-dessus.
rebondir un petit peu. Et ça, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas facile quand on manque d'expérience. Mais ce que vous voyez sur les réseaux, en fait, c'est ce que dit Jenny Illustration aussi. Je vais vous en parler après, mais c'est ce qu'elle dit aussi, en fait, dans ce qu'elle vous propose. Elle a toute une phase d'étude. Quand elle sort une thématique, elle a toute une phase d'étude avant qu'elle ne partage pas, parce que ça fait partie de ses apprentissages. Et en fait, il y a eu plein de loupés avant qu'elle réussisse à vous faire... parce qu'elle a sorti un livre il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vais vous en parler. Et elle explique ça très très bien, que en fait, tout vient pas comme ça, et que ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est ce qu'on juge être utile, intéressant. Alors on peut vous montrer aussi nos loupés, parce que ça vous montre aussi que d'un truc loupé, voilà ce que j'ai réussi à faire derrière. Mais ce que vous voyez sur les réseaux, il faut que ça vous motive, mais il ne faut pas que ça vous empêche de commencer, surtout parce qu'il n'y a qu'en faisant que vous allez réussir. Donc le seul conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Même si ce n'est pas grand-chose, de faire juste un nuancier, ce que je vous dis souvent. Testez vos couleurs, prenez un papier aquarelle, cellulose bas de gamme, pas cher, et puis testez des couleurs, vous faites des ronds, vous faites des formes géométriques. Vous regardez ce que ça donne. Le simple fait, en fait, de travailler le médium sans chercher à faire un truc de beau spécialement, ça va vous apprendre à voir comment l'aquarelle réagit sans pression, à gérer l'eau aussi, c'est comme ça que ça vient aussi, à comprendre un peu comment le médium fonctionne. Donc, il n'y a que la pratique. Donc, il faut vraiment oser se lancer et puis essayer de pratiquer assez régulièrement, même si ce n'est pas des grandes toiles à chaque fois ou des grandes pages d'art journal, mais un petit truc. Faire un petit quelque chose régulièrement et pas essayer de ne pas rester trop longtemps sans faire, parce qu'en fait, plus on fait et plus ça devient facile de faire derrière et de créer. C'est comme la créativité, ça on en reparlera. Mais la créativité amène la créativité. Il y a un cercle vertueux qui agit en fait. Et à l'inverse, moins on crée et moins on est à l'aise et moins on a envie et plus ça devient difficile. Donc, il faut être dans un cercle plutôt positif, mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Autre question, comment as-tu débuté l'aquarelle et as-tu pris des cours? Donc, on en revient un petit peu à la question précédente, donc je vous ai expliqué un peu pour les cours. Et comment as-tu débuté l'aquarelle? Et bien, en fait, ça s'est fait dans la continuité de la patouille dans le scrap que j'avais commencé à intégrer. Ça, c'est pareil, dans la vidéo du concours, je vous l'explique, donc tu pourras aller voir... c'est Canel qui me posait la question. Tu pourras aller voir dans la vidéo aussi que je vais mettre en description. Et l'aquarelle, c'est venu parce que je commençais à intégrer de la patouille en fait dans mon scrap. J'ai commencé à utiliser de l'aquarelle dans mon scrapbooking et j'ai eu envie d'explorer l'aquarelle mais hors scrap. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis une fois que j'ai découvert ça, j'ai eu envie de le remettre dans mon scrap, mais vraiment dans des techniques d'aquarelle pure. Donc j'ai changé mon matériel, changé mon papier et j'ai abordé mes pages de scrap aussi un peu différemment à partir de ce moment-là. Et puis après, le scrap nourrissait l'aquarelle nourrissait le scrap puisque j'intégrais en fait les deux. Donc ça s'est fait comme ça. Après, je fais pas de toile vraiment à l'aquarelle, hein. C'est toujours intégré à l'art journal. Mais voilà comment c'est venu. Où en es-tu dans tes apprentissages avec l'acrylique? As-tu l'impression de progresser? C'est Sandra qui me pose la question. Eh bien, est-ce que j'ai l'impression de progresser? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais pas si ce que je fais maintenant, ça me plaît mieux aussi. Mais c'est surtout que le moment créatif quand je suis dans le mix média est bien plus agréable maintenant qu'il ne l'était avant. Et ça, c'est un signe. C'est qu'avant, je galérais tellement que j'étais un peu crispée. Et puis, bon, je suis assez têtue, donc je m'accrochais quand même. Mais ça se passait un peu dans la douleur, quoi, ces sessions-là. Alors que maintenant, en fait, le moment est aussi agréable que quand je fais de l'aquarelle. C'est différent parce que le médium n'est pas le même, donc les sensations ne sont pas les mêmes. Mais je prends autant de plaisir, en fait, à travailler l'acrylique maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je pense que la progression, elle est surtout là. Aussi dans la façon de faire mes réalisations et qui me conviennent mieux maintenant, mais il y avait des réas à l'acrylique que j'aimais bien déjà avant. Par contre, tout le process était plutôt... là, c'est pas laborieux, mais ça a été douloureux, quoi. C'était pas toujours très agréable, en fait.
Alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc je pense que le progrès, il est là surtout. Et puis oui, je vous ai dit, hein, j'ai eu un déclic à un moment, même sans avoir pratiqué vraiment. Et donc, du coup, je me sens plus à l'aise maintenant, c'est vrai. Le Patreon d'Eugénie m'a beaucoup aidé, enfin, le travail d'Eugénie m'a beaucoup aidé. Parce que, et ça a été le cas aussi dans le scrap, c'est que mon scrap, il s'est débloqué quand j'ai compris, en fait, ce que j'aimais. Et comment j'ai réussi à comprendre ce que j'aimais, c'est quand j'ai trouvé une scrapeuse. À l'époque, c'était Casey Art, c'est Laetitia Rouleau qui a fondé la marque Casey Art, que vous connaissez. Et c'est quand j'ai découvert, au bout d'un an à peu près, quand j'ai découvert en fait son scrap, et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'aimerais réussir à faire. Donc j'ai eu une sorte de modèle en fait à un moment qui m'a permis de me recadrer, de pouvoir travailler dans un sens. Et je savais que c'était ça. Et en fait, mon style, il s'est développé à ce moment-là, sans faire une copie d'eux. Enfin, au début, si, au début, on copie parce qu'on apprend, donc c'est normal. Et puis après, on trouve son style et puis on vole de ses propres ailes. Mais le scrap, ça a été comme ça. Et dans mon évolution dans le scrap aussi, à chaque fois, il y a eu des référents. Donc ça a été Casey Art au début. Puis quand j'ai commencé la patouille, ça a été l'univers de Gaëlle Lee, dont je vous parle de temps en temps, qui m'a fait vraiment faire un virage à 90 degrés, complètement. Et là encore, il y a eu un step de passé parce que j'ai vu en fait ce que j'aimais et j'ai compris en fait ce vers quoi il fallait que j'aille. Et pour travailler, du coup, c'était plus facile pour moi pour me trouver dans ce style-là. Et puis, il y avait aussi, elle est photographe maintenant, Cécile Potier. Alors, son pseudo, c'était Quick pour les anciennes. Et c'est pareil, Cécile, elle arrivait à faire des fonds patouillés tout en légèreté. Et là encore, ça a été voilà, c'était surtout Gaëlle, parce que j'ai fait plusieurs ateliers avec elle. Mais Cécile aussi, voilà, je savais mieux où j'allais en fait, ce vers quoi il fallait que je travaille. Et là, en fait, dans le mix média, eh bien, c'est quand vraiment j'ai été prête à recevoir ça aussi. Mais Eugénie, c'est vraiment, je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ce style-là que j'aime. Et je pense que ça a levé aussi, il y a un truc qui s'est débloqué aussi à ce moment-là. Donc ça ne m'empêche pas de rester dans mon univers, mais ça m'a permis d'évoluer aussi. Donc voilà. Quelles activités créatives as-tu faites avant l'art journal et l'aquarelle? Eh bien, pas grand-chose. J'avais pas fait grand-chose. En fait, le scrap, si tu l'intègres pas, ça c'est les colos de Sam qui me posent la question. Si tu n'intègres pas le scrapbooking, eh ben, en fait, c'est le scrap qui m'a amené vers l'aquarelle et ensuite l'aquarelle vers l'art journal. Ça s'est fait dans ce sens-là. Mais avant ça, en fait, non, je faisais pas, je pratiquais pas. Ce que je faisais, ça, je vous ai sorti des vieilleries, mais ce que je faisais quand j'étais adolescente, c'est que je faisais des collages déjà. Je vous ai retrouvé un vieux machin. Ça, c'était des couvertures de chemises, en fait, pour mes cours. J'étais ado, alors là, je sais pas, vu les collages que j'ai faits, c'est quelle époque? C'est l'époque du 5e élément, parce que je vois comment Lilou, je crois que c'est son nom dans le film. Et je faisais ça, en fait, je décorais mes cahiers et puis mes pochettes cartonnées, là, mes chemises. Je les décorais avec des découpages de magazines et en fait, je faisais ça sur tous mes cahiers. Bon, là, il n'est pas forcément... Celui-ci, c'est pas l'un de mes préférés. Hein. Ça m'inspirait à l'époque. Je retrouve des choses... Il y a beaucoup d'animaux parce que j'ai une passion pour les animaux. Alors, on n'a plus d'animaux à la maison, mais ça me manque. Donc, il y a des chiens, ça oui, c'est sûr. Les courants musicaux aussi, ce que j'écoutais à l'époque... le petit beurre, enfin il y a un petit peu de tout, voilà. Et donc je faisais déjà ça à l'époque, donc je m'amusais à faire des collages. Et j'en faisais plein comme ça. Mais bon, autrement, non, quand j'étais petite, j'ai appris le crochet avec mon arrière-grand-mère, que je voyais tous les mercredis après-midi, et on faisait beaucoup de choses créatives avec elle, j'adorais ça. Donc j'ai appris le crochet, je m'y suis remise quand j'étais enceinte de mon grand, qui a 12 ans maintenant.
Je me suis remise au crochet, donc j'en fais plus trop, enfin plus du tout même maintenant, mais j'ai fait des couvertures, des choses comme ça. Je me suis m'y remise, mais à part ça, non. Par contre, trop d'envie, quoi. C'est le temps qui manque, comme beaucoup là aussi. C'est une question qui va arriver là sur l'organisation de mon temps, mais beaucoup d'envie. J'ai fait pas mal de photos aussi, ça c'est pareil, c'est une pratique artistique qui aussi nous nourrit, et l'œil du photographe, même amateur, on l'aiguise aussi pas mal, et ça nous aide beaucoup aussi dans les couleurs, l'harmonie, la composition aussi. J'aurais envie de faire de la poterie aussi, ça c'est depuis longtemps. J'ai toujours été fan de décoration aussi, bien avant que ce soit la mode avec les émissions télé, mais déjà adolescente, j'adorais ça, je tiens ça de ma maman. Et puis aussi très sensible à l'art en règle générale, et là encore c'est un héritage familial parce que c'est ma maman en fait qui adore ça. Et en fait je me rappelle que j'aimais bien de temps en temps aller avec elle à des vernissages à des vernissages d'exposition. On a toujours eu pas mal de tableaux à la maison aussi, que ce soit des huiles, des reproductions aussi d'artistes qui faisaient de l'aquarelle sur des coins par chez nous, quoi, des scènes de bord de mer. Donc je pense que j'étais déjà un peu prête à recevoir. Enfin, non, j'étais pas forcément prête à recevoir tout ça, mais c'était quelque chose qui m'intéressait déjà. Puis je pense que là encore, voilà, ça m'a nourrie, j'ai toujours adoré ça. J'aimerais prendre des cours d'histoire de l'art aussi quand je serai à la retraite un jour. C'est pas du tout, voilà, de moins en moins, ça va arriver de moins en moins vite, hein, mais j'aimerais bien prendre des cours d'histoire de l'art, j'adore ça, hein, donc voilà. Mais pas d'autres loisirs créatifs, mais par manque de temps surtout. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah, cette question me fait sourire, c'est pas ça, mais c'est... Est-ce que ton entourage t'encourage dans ta passion pour les loisirs créatifs? C'est un nuage de Scrap qui me pose la question. Alors, mon entourage. Si on parle de mon cher et tendre, mon conjoint, on peut pas dire qu'il m'encourage vraiment, parce qu'en fait, ça lui passe, mais il y a 10 000 au-dessus tout ça. Pour lui, c'est pas que c'est inintéressant, il comprend que ça m'intéresse moi et que ce soit une passion pour moi, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, lui... il saurait même pas me dire c'est beau, c'est moche, il s'en fiche, mais c'est que ça l'atteint pas. Enfin, il serait là, oui, bah c'est bien, ça t'amuse, tant mieux, quoi. Enfin voilà. Donc il m'encourage pas spécialement, mais il m'en décourage pas non plus. C'est-à-dire qu'il sait, voilà, que c'est une passion, que c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc il me laisse pratiquer ma passion comme je veux. Il me dégagera du temps si j'ai besoin un week-end de partir et de découcher un soir, parce que quand on avait encore VS, ça m'arrivait d'y passer 2 jours, donc du coup voilà, il faut forcément qu'il soit de son côté, que ce soit ok, quoi. Mais donc pour ça, aucun problème, pas du tout aucun problème. Mais par contre, ça me viendrait même pas à l'idée de lui montrer un truc que j'ai fait en lui disant qu'est-ce que t'en penses, parce que par contre, voilà, il m'en décourage pas du tout. Mais après, il est assez taquin, et souvent, je risque pas d'avoir la grosse tête avec lui, parce que déjà, bon, voilà, pour lui, c'est du dessin, mais bon, voilà. Et puis c'est surtout que quand j'ai préparé mon concours, par exemple, donc parce que c'est pas quelque chose dont je parle non plus beaucoup, puis je suis assez discrète aussi. C'est pareil, mon entourage, en fait, ils savent. Enfin, c'est pas qu'ils savent pas, ils savent, mais j'en parle pas beaucoup, enfin pas tant que ça. Ils savent que je fais de l'aquarelle, que je fais mes petits bricolages dans mon coin, mais ils savent pas spécialement les vidéos YouTube, tout ça, pas forcément, quoi. Donc, mais lui, oui, pour les 10 000 abonnés, il me voyait, je lui disais surtout tu jettes pas les cartons, j'en ai besoin pour mon concours. Il dit oui, bah, pas de souci. Donc voilà, il savait que j'avais atteint ce palier, et puis en plaisantant, il me dit oui, enfin bon, 10 000 abonnés, c'est pas avec ça qu'on va partir à Dubaï. Référence aux grands influenceurs qui génèrent des millions. Et oui, c'est sûr, effectivement, que on va pas s'arrêter de travailler, hein. Donc du coup, c'est pas, je risque pas de prendre la grosse tête du tout. Puis ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que ça remet les choses aussi à leur place, quoi. C'est un loisir. On est sur une toute petite, un tout petit segment, en fait.
et que du coup, voilà, mais bon, ça le fait rire, plus qu'autre chose. Mais je suis pas forcément encouragée. Par contre, et puis dans enfin, tout ce qui est amis, famille, c'est pareil, comme je suis assez discrète sur le sujet, ils savent un peu. Après, c'est quand je sens qu'en face, en fait, les gens sont intéressés, et bien voilà, je vais en parler un peu plus, mais sinon, je m'étends pas trop, donc, mais c'est pas, voilà, c'est dans mon caractère aussi. Hein. Le scrap pur ne te manque pas, ça c'est Cancan, Cam, je sais pas comment tu veux on appelle, enfin on prononce ton pseudo. Pas du tout, mais pas du tout. Non, ça me manque pas. Au contraire même, je suis un peu plus, je me sens plus libérée de quelque chose, je sais pas de quoi, mais ce côté photo, choix de photo, impression, on va en parler des imprimantes aussi. Choix de photos, imprimé, quel format, noir et blanc, couleur, bah, j'ai pas les photos, j'aimerais bien faire ça mais j'ai pas de photos. Oh, si j'aimerais bien faire ça mais alors, il faut que je m'occupe de mes photos avant. Enfin, et en fait, je suis beaucoup plus productive avec l'art journal parce qu'en fait, c'est juste, j'ai envie de faire quelque chose, même si je sais pas trop quoi à l'avance, je vais faire un fond, l'aquarelle, les couleurs que j'aime bien, voilà, et puis ça va partir comme ça. Alors qu'avant, en fait, souvent, il y avait une soirée, 2 soirées, 3 soirées, 4 soirées, parce qu'il fallait que je m'attaque à mes photos d'abord, et que ça, j'avais pas envie, et que du coup, je retardais le moment, en fait, de le faire. Alors qu'avec l'art journal, j'ai pas du tout cette contrainte-là. Donc non, ça me manque pas du tout, pour l'instant. Ensuite, là, c'est la question des DT. Comment faire pour intégrer une DT? Ça, c'est une question qui vous intéresse beaucoup. Eh ben, pas grand-chose. En général, ce sont les marques qui viennent à vous. Par contre, pour que les marques puissent venir à vous, il faut qu'elles aient accès à votre contenu. Donc, il faut partager ce que vous faites. Donc, Instagram, Facebook, et puis partager ce que vous faites avec les produits des marques, si vous voulez vous faire repérer, entre guillemets. Mais vous avez des marques qui organisent quelquefois des invitations, des appels à DT, c'est-à-dire des appels à design team ou des appels à invités créatifs. Donc là, en fait, c'est elles qui font la démarche, qui disent voilà, on a besoin de monde, adressez-vous à nous pour vous proposer, entre guillemets. Donc, quelquefois, c'est des candidatures libres. Libre, c'est-à-dire qu'ils font des appels ADT, ils vous demandent pas spécialement de créer spécialement pour cet appel ADT, ils demandent juste de prendre contact avec eux, puis de leur envoyer souvent quand même des exemples de ce que vous faites. Puis quelquefois, il y a un cahier des charges en fait, où les marques vont vous demander de réaliser une réa, de faire une réa exclusive pour cet appel ADT, une carte, quelque chose avec ça dépend après, quelque chose avec de l'aquarelle, un mini-album, ou de proposer aussi un tuto pour voir si vous êtes capable de tenir vos engagements sur un tuto écrit par exemple, ou un tuto vidéo, pourquoi pas aussi. Donc quelquefois, voilà, ça se passe comme ça, mais souvent, en fait, c'est les marques qui voient sur les réseaux les personnes qui utilisent leurs produits et puis qui font un petit peu leur marché aussi comme ça. Vous pouvez tenter de contacter les marques en direct. Après, il y a la façon de faire. C'est pas que c'est pas toujours bien perçu, mais faut être assez subtil, quoi, parce que en règle générale, même tout le monde, on n'aime pas trop qu'on nous force la main. Et donc, faut faire attention, mais il y a rien d'interdit. Hein. Mais voilà, c'est possible aussi. Hein. Mais vous faire connaître, oui. Donc, dans ces cas-là, eh bien, maintenant, sur Facebook, vous avez presque chacune des marques qui ont leur propre groupe Facebook de leur marque. Donc, il ne faut pas hésiter à publier ce que vous faites avec leurs produits déjà. Puis, ne serait-ce que pour alimenter aussi alimenter la communauté en fait et montrer ce qu'on peut faire, ce que vous avez fait des produits et tout, ça peut inspirer, c'est fait surtout pour inspirer en fait la communauté et puis ensuite les marques du coup elles vont avoir accès à votre contenu en faisant comme ça. Puis sur Instagram, pas hésiter à utiliser les hashtags parce que chaque marque a son hashtag, donc pas utiliser quand vous faites des posts à mettre le hashtag de la marque. Vous pouvez taguer les marques aussi.
Moi, je sais que j'avais des réticences à le faire parce que comme j'avais une bonne production, j'avais pas envie que les marques, elles aient l'impression que je les assommais de contenu pour dire regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Comme je suis plutôt discrète, je veux pas avoir l'impression de forcer un peu le truc. Donc, je taguais de temps en temps, pas systématiquement, mais ça, c'est moi, c'est mon ressenti. Mais après, le tag, c'est une façon... Il y a des marques qui apprécient vraiment que quand on utilise leur produit, on les tague pas forcément, enfin le hashtag aussi, mais en les taguant avec comment vous savez, on met le arrobase et le nom de la marque, vraiment en taguant leur compte, vraiment. Donc voilà. Mais il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Après, le seul truc, c'est qu'il faut... Enfin, si, un conseil quand même que je peux vous donner. Mais vraiment, c'est de partager votre contenu pour que les marques, elles aient accès à ce que vous faites, pour qu'elles puissent vous connaître. Et puis, c'est surtout, s'il y a bien un truc hyper important, et c'est pas le plus facile, c'est essayer de faire attention à vos photos. Quand vous publiez, en fait, quand il y a des appels ADT, quelquefois, et ben... Pour certaines, vos réas sont super intéressantes. Par contre, ce qui va pêcher, c'est la qualité de la photo. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué parce que c'est pas facile du tout de bien prendre ces photos. Donc ça, et par contre, vos photos ensuite, elles sont utilisées par la marque pour pouvoir les publier sur leur réseau. Donc, il faut qu'elles aient... Alors, je dis pas une qualité... enfin, vous voyez bien... en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder un petit peu les posts des marques, de regarder un peu leur contenu et de voir, en fait, comment sont faites les photos, de voir un peu ce qui passe et ce qui passe moins. Et puis... mais ça, c'est super important. Et ça peut souvent être la raison pour laquelle vous n'êtes pas toujours retenu, quoi. C'est la qualité des photos, mais c'est très difficile puisque... Alors maintenant, les téléphones sont quand même un peu plus performants. On n'a pas besoin d'avoir un réflexe numérique. Avant, c'était ça. Hein. Il fallait le réflexe numérique. C'était assez un logiciel de traitement de photos aussi sur l'ordinateur. Maintenant, avec le téléphone, les photos sont quand même pas mal. Et puis, on a des logiciels de retouche qui sont intégrés même à l'appareil photo. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais ça reste toujours un truc un peu particulier. Vous avez des boîtes de lumière aussi qui existent, qui peuvent vous aider. Après, ça dépend. Moi, je sais que ça m'aide pas plus parce que moi, je fais ça depuis longtemps encore, la prise de vue. Moi, je faisais mes photos au réflexe. Enfin, voilà, ça aussi, j'ai galéré pendant des années à faire des photos potables. Ça aussi, c'est l'expérience. Mais vous avez je sais qu'il y a pas mal de scrapeuses qui les utilisent. Donc, vous avez We Are Memory Keepers qui en proposent une. Mais maintenant, elles sont sur Amazon. Vous en avez à des prix abordables aussi. Je ne sais pas si elles sont mieux ou moins bien. Ça, j'en sais rien. Mais je sais que certaines scrapeuses les utilisent et en sont contentes. Donc, si ça peut vous aider. Mais voilà, donc le soin en photo. Et puis après c'est les marques. Puis ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que... quelquefois vous pouvez être déçu de ne pas avoir été retenu mais en fait même nous on ne sait pas forcément ce dont a besoin la marque dans sa DT, ce qu'elle recherche, parce qu'en fait ça dépend de la stratégie un petit peu commerciale entre guillemets de la marque aussi, en fonction des personnes qu'elle a déjà dans son équipe, si elle veut étoffer déjà quelque chose qui existe déjà dans son équipe, ou si elle veut diversifier. Et puis voilà, donc il y a plein de paramètres qui sont propres à chacune des marques en fonction de ce qu'elles cherchent et à un instant T aussi. Enfin, c'est ce qui est valable cette année sera pas valable l'année prochaine, par exemple aussi. Donc, et ça, il y a que les marques. Les marques sont seules juges de ce dont elles ont besoin aussi pour leur équipe créative. Donc ça, on peut pas savoir. Donc quelquefois, faut pas non plus se dire mais c'est parce que ce que je fais c'est pas assez bien. C'est pas forcément ça en fait. Hein. Ça peut être. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Donc voilà. Mais tout le monde a sa chance. Il faut pas spécialement non plus être avoir un réseau de fous. Ça encore, ça dépend aussi de ce que je recherche les marques. Mais elles cherchent pas forcément non plus des gens avec beaucoup de réseaux. Enfin, moi, c'est pas moi qui décide, mais ce que je trouve plutôt bien, c'est d'avoir une équipe créative équilibrée avec plein de profils différents. Donc, des gens qui sont connus, des gens qui sont pas connus, des gens qui font ça des personnes qui font ça depuis longtemps, d'autres qui débutent, certaines qui ont des styles
d'aquarelle hyper technique et puis d'autres qui sont plus dans quelque chose d'intuitif et tout ça, et avec des choses qui sont très belles aussi. Enfin, voilà. Donc, après, quand les marques font des appels à d'été, surtout, il ne faut pas hésiter à y participer. Parce que là, vous savez qu'ils recherchent quelqu'un. Alors, ce ne sera peut-être pas votre profil qui rechercheront ça, mais vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Puis, c'est très formateur aussi de faire ça. Donc, quand il y a des appels à d'été, surtout, il ne faut pas hésiter à postuler. À quel moment tu es devenu d'été Ah oui, voilà, ça se rejoint un petit peu. À quel moment tu es devenu d'été et où tu t'es fait connaître et à quel moment tu es devenu d'été, pardon, à quel moment tu es devenu d'été et puis comment est-ce que tu t'es fait connaître des marques, à quel moment tu t'es fait connaître des marques? Ben, en fait, je suis devenue d'été en fait en 2010, donc 3 ans après avoir commencé le scrapbooking. Et en fait, c'était la boutique de scrap dans laquelle j'allais en tant que cliente. Et là encore, je partageais mes réalisations sur les réseaux. Donc, c'était le forum beaucoup à l'époque. Et puis, j'avais mon blog aussi. Donc ça s'est fait comme ça. Et j'ai été contactée comme ça. Mais en fait, entre la DT Boutique, il y avait eu la DT Boutique, puis il y avait eu aussi, c'était Céline Navarro à l'époque, qui m'avait demandé de faire des réalisations pour travailler avec elle sur son blog. Donc j'avais commencé aussi, c'était en même temps à peu près ça. Donc c'était pas une DT, mais Céline Navarro, c'était une référence à l'époque dans le monde du scrapbooking, et du coup ça donnait une visibilité très, très forte. Donc c'était pas vraiment une DT, mais un petit peu quand même. Mais ça s'est fait comme ça, mais voilà, on est venu à moi en fait. Et puis après, comment ça a été un petit peu une sorte d'exclusivité tant que je faisais partie de cette équipe-là. Et puis après, quand je suis partie, du coup, les portes se sont ouvertes un peu plus. Mais tant que je faisais partie de cette équipe-là, du coup, c'était un petit peu plus compliqué. Mais donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais et puis après, ouais, c'est les réseaux, quoi. Donc intègres-tu de nouvelles DT? Eh bien, non, parce que je veux pas, en fait. Donc, alors c'est toujours à contre-cœur hein, quand on dit non. Mais en fait, je veux justement, et par rapport à l'entourage aussi, tout ça, ça se passe bien aussi avec mon entourage parce que j'ai levé le pied sur toutes les contraintes, en fait, en relation à ma passion. Donc aujourd'hui, je suis avec Chou et je suis toujours aussi heureuse de travailler pour les sœurs Chou. Ça me convient très bien comme ça, mais je veux pas prendre plus de contraintes. C'est-à-dire que je veux pas que me dire tiens, ce soir je peux pas faire ça parce qu'il faut que je fasse une réa. Ce week-end on va pas pouvoir faire ça parce que j'ai un truc à faire. Il faut absolument que je le fasse. Voilà, je veux pas. Il y a eu ça dans ma vie à un moment et je veux plus que ce soit comme ça. Donc je veux pas imposer en fait à mes proches les contraintes qui sont liées à une passion vraiment à moi. Donc Chou c'est parfait, et comme c'est une marque que j'utilise naturellement, facilement quand je sais pas quoi faire, je vais faire du chou. Donc ça me pose aucun problème. Mais après voilà, je fais du Mixpedia à côté et tout, mais tout ça c'est juste pour moi. Donc s'il y a un soir je fais pas ce que j'avais prévu de faire, c'est pas grave parce que j'ai rien à rendre. Enfin voilà. Donc je veux pas en fait. J'accepte de temps en temps pour All & Create des invitations créatives parce que les poupettes c'est un peu sentimental. Mais c'est pas dit que j'accepterai systématiquement non plus. Donc non. Donc pas de nouvelles d'été, mais parce que je veux rester comme ça. Et puis par contre des partenariats que je suis en train de ralentir un peu. Je vous en ai proposé un avec les feutres acryliques que je regarde parce qu'ils sont là. Avec les feutres acryliques il n'y a pas longtemps, et du coup après ça a déboulé des choses qui peuvent être intéressantes aussi, mais j'ai pas envie non plus de m'obliger pour l'instant à... Alors c'est pas que je veux pas vous proposer ce genre de contenu, parce que quand les produits sont bien je me dis qu'il n'y a pas de raison que je refuse. Par contre
Du coup, là encore, un partenariat, ça veut dire, c'est pas juste vous montrer ce que c'est, pour moi, je veux pouvoir illustrer et faire des choses avec. Et du coup, ça va me prendre du temps. Donc, j'ai pas envie de... Puis en ce moment, j'avais pas forcément envie de gérer ça. Donc, j'ai décalé ça pour la rentrée. Mais des partenariats, oui. Voilà. Et alors, en fait, les partenariats... autant dans notre petit milieu de loisirs créatifs, on n'intéresse pas beaucoup les marques de beaux-arts. Elles se préfèrent, et c'est normal aussi, parce que le vivier est beaucoup plus grand, mais elles préfèrent s'adresser à des aquarellistes pros ou des artistes peintres pour pouvoir leur envoyer des produits pour parler d'elles et tout. Mais parce qu'aussi, je vous dis, le vivier est beaucoup plus large aussi, hein. Mais nous pourtant, dans notre petit loisir créatif, on a une petite influence, je devrais dire. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours très bien reconnus par rapport à ça, des grandes marques de beaux-arts. Par contre, ceux qui ont très bien compris la petite influence que l'on a, c'est des sites qui passent par Amazon. Donc les feutres acryliques, par exemple, voilà, c'est distribué par Amazon. Et les marques qui m'ont contacté aussi, c'est via ce biais-là. Et voilà, ces marques-là, elles savent que voilà, qu'il y a aussi voilà, qu'on peut les aider aussi, enfin les aider entre guillemets, mais je veux dire qu'on a une petite influence. Et c'est prévu, mais pas tout de suite pour l'instant. Mais c'est pas des DT, c'est des partenariats. Et je vous dis, je filtre pas mal aussi parce que je veux pas. Il y a des choses qui concernent pas. Enfin, j'ai eu des demandes sur des choses qui ne concernent en rien en fait le loisir créatif de près ou de loin. Donc ça, après si c'est je vous avais fait une revue sur la BenQ il y a quelques années, parce qu'en fait c'est un outil pour pouvoir travailler. Mais autrement, sur le reste, je fais pas. J'ai des boutiques aussi à l'étranger qui m'ont contacté. J'ai pas encore passé le pas. Après, ils proposent des choses sympas aussi. Mais après, je peux pas être partout, quoi. Et puis quand je refuse, c'est pareil. C'est pas parce que moi je refuse que celle qui accepte, c'est pas bien. Hein. Je veux dire, après, on a sur notre chaîne YouTube, on fait ce qu'on veut et on lui donne la direction que l'on veut aussi. Mais il y a rien. C'est ni bien ni mal. Hein. C'est en fonction de même pas de ce qu'on ressent, mais du temps, de ce qu'on veut faire. Enfin voilà. Donc bref. Puis ce qui est valable aujourd'hui sera peut-être pas valable demain non plus. Hein, vous savez, hein, c'est toujours un instant T tout ça. Donc pas de nouvelles d'été, non. Ensuite, le mix média avec les... Ah oui, là on attaque les questions un petit peu plus techniques et matérielles. En technique de mix média, quand on utilise les encres en spray, est-ce qu'il faut préparer son papier avant avec du gesso ou pas? Si j'ai bien compris la question. Ça, c'est beaucoup de questions Instagram, donc vous n'avez pas forcément vu en commentaire dans mon post YouTube. Alors, eh bien, la préparation du papier, en fait, elle est pas obligatoire. En fait, on n'aura pas les mêmes effets. Si quand tu travailles avec les encres en spray et que tu veux en fait avoir un effet un petit peu aquarellé sur ta page, il vaut mieux utiliser un papier qui tolère l'eau, donc un papier aquarelle ou un papier mix média. Et il vaut mieux en fait ne pas préparer ton papier avant pour que ton spray en fait et tes encres elles puissent fuser un peu dans les fibres de ton papier et créer ces effets de flou. Enfin, tels que moi je les utilise, parce que je les utilise dilués. Enfin, je pchite et je pchite de l'eau après. Donc si tu prépares pas ton papier, les pigments ils vont s'imprégner dans les fibres de ton papier et tu auras en fait un effet plus type aquarellé, un peu patouillé. Enfin, c'est de la patouille aussi avec le gesso, mais alors que si tu prépares ton papier avec du gesso, en fait le gesso il va venir protéger ton papier et en fait quand tu feras tes encres en spray dessus, elles vont naturellement glisser dessus. Elles vont se fixer quand elles vont sécher, mais elles vont pas rentrer en fait dans les fibres du papier et du coup tu n'auras pas les mêmes effets. C'est juste des effets différents. Si tu utilises un papier qui est adapté en fait à la base pour les encres en spray. Alors quand le papier adapté pour les encres en spray, c'est un papier, je vous dis mix média, enfin technique mixte.
donc mix média ou un papier à aquarelle. Si par exemple tu utilises un papier qui n'est pas du tout fait pour ça, un papier type feuille de cahier, feuille de livre, hein, du papier à dessin, pas très épais, si tu veux utiliser tes encres par-dessus, il faut absolument que tu prépares avant ton papier avec une couche de gesso, donc soit du blanc, soit du clear si tu veux avoir une transparence, parce que ton papier, sinon, si tu mets de l'eau dessus, si je prends, mettons l'exemple d'un papier, style un papier de livre, assez fin, ou de dictionnaire même, encore plus fin, et bien si tu mets trop d'eau dessus, tu risques de déchirer le papier et de le trouer. Alors, si tu fais un coup de spray et que tu déposes peu de produits, tu prends pas trop de risques parce qu'il y a peu d'humidité et du coup, le papier va à peu près résister. Mais si tu travailles un peu plus dans le mouillé, si tu rajoutes de l'eau, le papier, il va pas trop supporter, quoi. Donc, il vaut mieux le préparer avant avec une couche de gesso. Mais si tu travailles sur un papier mix média, t'as pas forcément besoin. Mais tu peux le faire et tu auras des effets différents, c'est tout. Autre question. Ah oui, Aurélie. Alors, je viens de visionner ton carnet de voyage Shoe & Flower et j'adore les fonds de couleurs. Je voudrais savoir si tu humidifies toujours ton papier quand tu fais de l'aquarelle et quand tu le fais, pourquoi? Que souhaites-tu obtenir dans ce cas? Et après, il y a une autre question. Alors, et bien là encore, c'est une question d'effet, de ce que je veux obtenir comme effet. Et comment vous expliquer ça? Par exemple, si je veux travailler dans le flou, eh ben, je vais d'abord mouiller mon papier et ensuite je vais déposer en fait des touches d'aquarelle pour que l'aquarelle se diffuse avec l'eau et rentre dans les fibres du papier, mais un peu moins vite, et me créer comme ça des effets plutôt de flou. Et ça, en fait, souvent quand je fais mes fonds, j'aime bien travailler sur une base humide parce que du coup, ça me laisse le temps de travailler en fait dedans et de revenir et de revenir, et ça m'évite de faire trop de marques quand je fais comme ça. Après, on peut faire un peu la même, enfin, on fera pas la même chose, mais on peut travailler des fonds à sec, c'est-à-dire je prends mon aquarelle, je prends de la couleur, j'en mets sur mon papier, sur un papier qui est sec, et ensuite je vais étirer la couleur, créer mon dégradé comme ça, et travailler à sec sur le papier. Ça, en fait, c'est des techniques de dégradé qui sont utilisées comme ça à sec sur le papier. Du coup, il faut un peu plus maîtriser l'eau. Mais ça, c'est quand on veut faire des dégradés. Il y a plusieurs façons de faire un dégradé, mais par contre, quand on veut avoir cet effet de flou dans le mouillé, ben, il n'y a qu'en mouillant en fait son papier, en préparant son papier à l'avance, qu'on peut les obtenir, ces effets-là. Donc voilà. Et puis quelquefois, c'est juste, j'aime tellement la sensation en fait de l'aquarelle, de regarder les pigments fuser et se mélanger les uns avec les autres. Et ça, en fait, cette sensation-là, elle arrive quand le papier est vraiment mouillé, quoi, quand on travaille vraiment humide sur humide. Et ça, c'est des sensations que j'aime beaucoup. Donc c'est pas systématique, mais c'est très souvent que je travaille comme ça. Donc voilà, mais c'est des questions d'effet, en fait, de technique, vraiment. Dernière question, je ne te vois plus utiliser les Shimony Art. Ah, c'est les pinceaux, je sais qu'ils sont chers et pas dispo en France, mais qu'en as-tu pensé? Et après, merci beaucoup. Alors, je les utilise plus, si pourtant, mais j'ai pas fait beaucoup d'aquarelle ces derniers temps, c'est peut-être pour ça que tu me vois plus avec. Quand je fais du mix média, j'utilise pas mes pinceaux aquarelles, j'utilise des pinceaux synthétiques. J'en ai plein de marques différentes, pas forcément des très très chers. Moi, j'aime bien quand ils ont en fait une texture lisse, donc les poils synthétiques, quand ils sont bien plats et pas trop rugueux, j'aime bien la sensation, puis ça fait moins de stries en fait dans la matière. Donc c'est peut-être pour ça en fait que tu me vois moins les utiliser, mais je les utilise toujours. Je les trouve pour tout ce que tu as dit, ils sont chers et pas disponibles en France. Donc, du coup, il y a des pinceaux disponibles en France qui sont très, très bien et qui sont meilleurs, différents. Après, les pinceaux, c'est encore une fois une question de ressenti. Donc, non, je les aime bien. Le seul petit truc, c'est qu'en fait, ils ont les pointes. Mais ça ne sert à rien que je vous montre là parce que c'est très subtil, vous ne verrez pas.
ils ont en fait la pointe qui fait une petite pointe alors si je grossis le truc, qui se recourbe un petit peu comme ça fait un petit peu un bec de perroquet. Et presque sur tous ceux que j'ai, à force, ils se terminent comme ça. Et pour autant, j'en prends grand soin, je les rince bien, je reforme la pointe. Ils sont jamais laissés dans le pot, tête en bas, enfin jamais laissés dans le pot. Contrairement à mes pinceaux acryliques qui sont... est-ce que vous voyez là? Peut-être pas, là j'en ai un qui baigne dedans. Donc forcément le bois s'éclate et tout, mais c'est pas grave pour l'acrylique. Donc c'est le seul petit truc, et c'est surtout qu'avec mes autres pinceaux, même ceux en poil synthétique, aquarelle, j'ai pas ce problème. Mais autrement, non, je les trouve plutôt bien, toujours aussi bien. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont ni trop nerveux, ni trop souples. Et ça, je trouve ça assez agréable quand on travaille les mises en couleur de tampons, par exemple. Les Black Velvet, ils sont aussi mixtes, ils sont poils synthétiques, enfin, ils sont aussi, les Shimony Art, ils sont synthétiques. Mais les Black Velvet, ils sont mixtes. Il y a à la fois les poils naturels et des poils synthétiques. Et en fait, ils sont censés être ni trop nerveux, ni trop souples, mais pour certaines choses, ils sont encore pour moi trop nerveux. Et dans d'autres gammes de pinceaux, chez Léonard par exemple, il y a toute une gamme, c'est les aquarellistes je crois, qui sont en poils synthétiques, qui sont eux très nerveux, mais pour moi c'est trop. Donc j'avais du mal à trouver vraiment le bon compromis. Alors les Black Velvet étaient encore ceux avec lesquels je me sentais le mieux, mais les Shimony Art, je suis encore peut-être un petit peu plus à l'aise, mais quoique ça dépend. Pas forcément non plus. Donc non, ils sont toujours très très bien, mais chers et ça vient de loin, donc encore plus cher, quoi. Voilà. Quelle heure est-il? 1h. Alors, un nuage de scrap qui me demande quelles sont au final tes aquarelles préférées pour ta pratique? Alors, si je devais choisir, je peux pas choisir une marque. C'est pas possible. Parce qu'en fait, suivant les marques, j'ai des couleurs chouchou. Ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais donc en fait, dans ma palette celle que j'appelle ma palette de tous les jours, là, qui se trouve ici, voilà. Dans celle-ci, donc c'est la sélection de godets en fait que j'ai faite en fonction de ma pratique, des couleurs que j'aimais bien, celles que j'utilise le plus souvent, celles qui me permettent de faire les mélanges que j'aime bien. Elle est là, voilà. Et en fait, dans cette palette, j'ai mes couleurs fétiches, mais pas forcément des marques fétiches. Enfin, du coup, ça en devient des marques fétiches, mais c'est vraiment les couleurs. Donc, dans ma sélection, j'ai beaucoup de sonneliers, j'ai quelques Winsor & Newton, parce que j'aime beaucoup aussi leur gamme. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'il y a beaucoup de sonneliers qui arrivent en tête, mais franchement, Winsor & Newton, c'est aussi une très belle marque. J'ai du grit paint, oui, j'ai du Daniel Smith pour certaines couleurs et j'ai du Schmick pour d'autres. Alors, peu de Schmick, peu de Daniel Smith dans ma palette quotidienne là, et beaucoup de sonneliers et quelques Winsor & Newton. Et puis au fur et à mesure que je découvre des choses, en fait, je viens remplacer certaines couleurs, enrichir. J'essaye de pas trop de me limiter à ça. Et par contre, je fais tourner en fait les couleurs. Quelquefois, j'enlève des godets, j'en mets d'autres à la place. Donc, si je devais citer que deux marques, c'est Sonnelier, Winsor & Newton dans ma base. Et ensuite, quelques couleurs chez Schmick. Quelquefois, quand je veux des couleurs monopigmentaires, quand je cherche une couleur bien particulière. Le vert de vessie, par exemple, c'est celui de Winsor & Newton que je préfère. Et dès que j'achète une nouvelle marque, je vais vous en parler d'ailleurs pour les aquarelles Charvin là, ce qui n'est pas le cas pour Charvin d'ailleurs, c'est l'exception qui confirme la règle, mais souvent en fait je vais tester le vert de vessie, je vais le tester dans plein de marques différentes pour voir en fait un peu comment il réagit mélangé avec d'autres, et c'est comme ça que je choisis. Et le vert de vessie, celui que je préfère et qui me permet de faire plein de mélanges que j'aime bien, c'est celui de Winsor & Newton. Parce que c'est sa composition pigmentaire qui m'intéresse, en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte après, hein, que c'était la composition pigmentaire qui, moi, me convenait mieux.
Donc voilà, donc Winsor & Newton et Sennelier. Et puis après, ça m'empêche pas d'adorer en fait toutes les autres. Hein. C'est bien ça le problème. C'est que Daniel Smith, je suis une fan inconditionnelle des couleurs Primatech parce que rien que de la façon d'extraire les pigments d'une pierre semi-précieuse, de savoir qu'on travaille avec quelque chose de minéral finalement, rien que ça déjà, sans même parler des couleurs magnifiques. Ça j'adore et Daniel Smith est le seul à faire ça et puis dans la vibrance des couleurs aussi j'adore, mais j'ai une palette spéciale avec que les Daniel Smith dedans. Schmick, j'ai beaucoup travaillé avec ces derniers temps. Là je vais vous montrer certaines réas que j'ai faites. Donc Schmick aussi, mais c'est pas celle que j'utilise le plus, mais j'aime beaucoup. Et puis après les marques d'aquarelle artisanale pour leur spécificité aussi, la nouvelle vague couleur pour certaines couleurs, les couleurs VF aussi, le rose fluo du Pigmentarium, le Vegas Pink, une merveille. Les aquarelles Paul Rubens aussi que j'utilise, qui sont pas très chères et qui ont des belles vibrances de couleurs aussi, et sur le set néon que j'aime moi, que j'aime bien, que je travaille de temps en temps. Les aquarelles japonaises aussi, que j'ai depuis déjà quelques temps, mais que j'utilise plus dans le Mixpedia parce qu'elles sont plus épaisses et plus laiteuses aussi, que j'aime bien. Voilà, en fait, j'ai aucune déception. En fait, dans tout... Ah, il y a le chien de la voisine qui sort. Petit équel. J'ai aucun regret sur les marques d'aquarelle que j'ai à la maison, que ce soit artisanale, Isaro aussi bien sûr, hein, je vous en parle pas, mais que j'adore aussi. J'ai aucune déception. Après, c'est juste que quand je veux faire certaines choses, je sais que j'irai plus vers une certaine marque plutôt qu'une autre. Mais après, dans la base, Sennelier, Winsor & Newton, ouais. Et j'ai beaucoup de Sennelier, mais j'ai aussi du Winsor & Newton. C'est un sujet sans fin, les aquarelles. Vraiment, enfin... Après, c'est très addictif, hein, toutes les couleurs. Mais bon. Alors, est-ce que tu as fait les soldes en scrap? Alors, eh ben, un petit peu chez Chou, oui. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai. Ce que j'ai commandé. Est-ce que j'ai tout là par contre? Non, il m'en manque un. Que j'ai mis. J'ai fait les soldes chez Chou parce que j'ai pas tout. Et pour faire de la place, en fait, Chou & Flower est obligé de se séparer à contre-cœur, hein, souvent quand même, d'anciennes collections. Donc en fait, il y a encore en ce moment pas mal de soldes, des moins 30, moins 40, voire même moins 60, je crois, sur certaines collections, certains produits. Donc j'ai complété un petit peu ma collection. J'ai pris celui-ci. C'est un ancien, hein, avec les petites... J'aimais beaucoup. Alors, les bulles, oui, mais en fait, ce que j'aime, c'est la jeune femme qui fait des bulles. Et après, moi, je complète les bulles. J'ai fait une réa avec, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté ça. Ça, je vais vous en parler après. J'ai acheté un pochoir que je n'avais pas. Ici, j'ai acheté celui-ci. Parce qu'en fait, dans le mix média, j'étais intéressée par la main. Et je pense que c'est un tampon qui va me servir bien des fois. Et puis, il y a plein de choses sympas aussi. Et puis, la thématique, la magie du quotidien, la tête dans les étoiles, magie, bonheur, passion, happy mind, remplir son cœur de joie. Enfin, voilà. Ça, c'était la collection dans la lune, je crois. Oui, c'est ça. Donc, hyper soldé, celui-là aussi. Et puis, ça, c'était cyclique. Oui, c'est ça. Pour ce tampon-là, pour me faire quelquefois des roues des couleurs, travailler pareil, juste simplement m'amuser à faire des dégradés de couleurs ou faire des roues chromatiques aussi. Voilà. Après, on a les symboles des lunes. Il y a une très jolie fleur aussi. Enfin, il y a d'autres choses sympas. Ce motif de feuillage aussi.
Donc voilà. Et puis du coup, je me suis pris pas en solde là, mais un carnet. En fait, les sœurs, elles ont rentré les carnets, enfin certains carnets en papier Lamalie. C'est un papier 100% genre le chiffon. Et ça faisait un petit moment que je voulais le tester. Donc, j'ai pas osé le tester. Du coup, la fille, non mais je vous jure. Enfin, d'un côté, j'ai bien fait, oui et non, mais je m'en suis acheté un autre parce que j'ai une petite papeterie à Nantes qui proposait pas celui-là. Celui-là, il est doré. Est-ce que vous voyez comme il brille? Il est doré et à l'intérieur, en fait, ce sont que des feuilles de papier chiffon. Elles sont toutes blanches. Et du coup, je vais commencer maintenant à travailler dedans, mais j'avais tellement peur de le gâcher, parce que c'est un papier un peu particulier. J'avais tellement peur de le gâcher que du coup, dans ma petite papeterie, enfin grande papeterie, parce que c'est bien agrandi, elle s'appelle les petits papiers pour si vous faites un petit tour à Nantes, les Nantaises connaissent. Sur la place Saint-Nicolas, vous avez, ils ont déménagé de l'autre côté, ils ont pris un espace beaucoup plus grand et ça s'appelle les petits papiers. Et donc c'est une papeterie, ils ont plein de choses super. Et ils les ont aussi ces carnets-là. Alors ils ont pas celui-là, le doré tout beau. Et ils en ont d'autres. Et du coup, j'en suis acheté un plus petit pour faire mes tests. Et je vais vous en reparler de ce papier, mais c'est un papier super particulier, mais très agréable. C'est pas un papier aquarelle, donc il faut faire attention. On en a discuté un petit peu avec Rose d'ailleurs. Rose de l'équipe Chou, parce qu'elle le travaille depuis plus longtemps que moi, donc on a échangé un petit peu là-dessus. Et là, par exemple, j'ai fait cette réa dessus. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Alors, j'ai triché un peu, parce que quand j'ai fait mon tamponnage, en fait, j'ai le contour du tampon clean qui s'est imprimé. Alors, j'étais un peu vexée. Donc, j'ai camouflé après avec du Posca. Donc, voilà pourquoi. Vous voyez des petits pois partout, mais bon, de loin, on ne s'en rend pas compte. Et je vais vous en reparler après, parce que ça, c'est tiré d'un livre de Jenny, justement. Je vais vous expliquer ça. Donc ouais, c'est un papier que je trouve super intéressant. On a l'impression de travailler sur du tissu en fait. Et c'est pas tout à fait... C'est du papier chiffon, mais c'est pas non plus comme les... Il n'a pas la même texture que le papier chiffon qu'utilise Florence Boyaval dans ses carnets non plus. C'est pas le même papier du tout. Il est pas du tout... Il réagit pas pareil non plus. Mais ouais, c'est super sympa à travailler. Donc vous voyez, j'ai commencé là et puis j'ai fait une autre réa justement avec le petit tampon. Super simple, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'était pour le tester en fait, pour voir un petit peu ce que je pouvais faire dessus et jusqu'où je pouvais aller. Donc super, j'aime bien. Par contre, très particulier, hein, il faut pas... il réagit pas du tout comme les autres, enfin, c'est pas un papier aquarelle du tout. Donc il faut faire attention. Puis il faut faire attention aussi quand on utilise nos encres en fait pour les tamponnages, il se fragilise. Mais ce qui était le cas déjà avec les papiers chiffon de Florence, il faut faire attention parce qu'au verso en fait, quand vous tamponnez, il n'y a pas de souci, mais quand vous travaillez avec de l'eau par-dessus, là où il y a l'encre en fait, ça fragilise le papier et l'eau a tendance à traverser un petit peu et il faut faire attention. Mais c'est un papier qui est super sympa. Alors, qui est peut-être plus facile d'utilisation quand on utilise des techniques avec moins d'eau. Ce qu'on disait avec Natalia, avec de l'acrylique ou de la gouache, peut-être un peu plus facile quand même. Mais même avec de l'aquarelle, il y a une finition tissée qui est... je ne sais pas si vous voyez. Une finition comme si on était sur du tissu, quoi. Donc bon, celui-là, il vient pas des sœurs Chou, mais du coup, c'est mon carnet test. Mais du coup, les tests ont été concluants, donc bah, j'ai plus qu'à le remplir. Hein. Mais c'est surtout que je vais pouvoir travailler sur celui-là, qui est tout beau et qui est plus grand. C'est pas le même format. Il est plus grand. Donc voilà, et puis je me suis acheté aussi, alors c'est pas en solde non plus, hein, mais je me suis acheté une série de pinceaux Léonard. C'est la série, c'est les petits gris purs, les 2012 RO.
histoire de voir un petit peu comment ils réagissent. Voilà, encore une fois, pour tester des... Ils sont pas trop chers en plus, donc c'était pour voir un petit peu comment... Pour tester des trucs, voilà. Tester des trucs. Les pinceaux, c'est super... c'est très personnel, encore une fois, ça. Donc voilà, et puis je me suis prise aussi les aquarelles Charvin, et ça, c'est une vidéo que je vous ai préparée, vous allez la voir bientôt. Que vous trouvez chez les Sœurs Chou aussi en boutique. Moi, je me suis prise, hop, on dirait des bonbons à chaque fois, ces couleurs-là, ça brille. Et vous avez le nuancier en haut. Donc, je vous ai fait une vidéo, en fait, où je les teste avec vous, en fait. Je regarde un petit peu ce qu'elles donnent. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous irez voir si ça vous intéresse la petite vidéo de présentation. Donc voilà, mes achats scrap, mais rien de plus que ça. Mais j'ai largement de quoi faire, donc ça suffit bien. Par contre, alors, mais c'est pas en solde non plus, en termes de médium, je me suis pris des gouaches acryliques de chez Holbein. C'est ces tubes-là. Alors chez Holbein, vous avez plein de médiums. Il y a des aquarelles, des crayons de couleur qui sont très bien apparemment. Vous avez de la gouache classique, de l'acrylique peut-être aussi, et de la gouache acrylique. Alors pourquoi de la gouache acrylique? Parce que je veux intégrer la gouache dans mes carnets de mix média, dans mon junk là notamment. Et en fait, ce qui me dérange avec la gouache, c'est qu'en fait, le médium n'est pas fixe. C'est-à-dire que dès qu'on retravaille par-dessus, on va réactiver la gouache qui est en dessous. Et on peut faire des couches sur couche sur couche, mais il faut faire attention. Si on travaille un peu trop, on vient réactiver la couche du dessous. Donc, on remélange les couleurs ensemble et tout ça. Et en fait, avec ce genre de produit, c'est donc de la gouache. Ça se travaille comme la gouache classique, donc avec un peu d'eau, plus ou moins d'eau, comme on veut. Mais c'est surtout que quand ça sèche après, eh ben, ça se fixe comme une acrylique. C'est-à-dire qu'on peut remettre des choses par-dessus, ça ne bougera pas. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse. Donc, je me suis pris une boîte donc, de Holbein, parce que j'avais envie de tester les couleurs de chez Holbein. Une boîte, je ne sais plus combien déjà de couleurs. Enfin, j'ai ma trousse là. Donc, en achat, c'est pas du scrap, mais en achat dernièrement, c'est plus... C'est plus ça. Bon, le gong a retenti. J'ai eu un appel. Donc, du coup, voilà, c'est pratique. Ça me permet de faire une coupure ici, à peu près à la moitié de la vidéo. Donc, je vais vous proposer la deuxième partie. Alors, pas sur le mois d'août, comme j'ai pu le dire là au cours de la vidéo, mais je préfère vous la publier soit aujourd'hui ou au pire demain, mais que vous ayez pas trop de coupure entre les deux, puisqu'en fait, j'ai tourné tout ça au même moment, hein, d'une traite. Hein. Donc, je vais vous la publier, oui, je vous dis aujourd'hui ou demain, on verra. Je continue à répondre aux questions et je vais vous montrer aussi les différents tréas que j'ai pu faire que vous n'avez pas encore vu ou pour lesquels les tutos sont pas encore publiés mais vont pas tarder. Donc voilà, mais c'est beaucoup aussi de réponses à vos questions sur le matériel, l'organisation, enfin voilà un petit peu tout ça. Donc je vous dis à très vite du coup. Allez, au revoir.